L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. 4 faces, que ce soit à Berlin, à Toulouse, à Oran ou bien à Naples. Basta Project. Donc un échange interculturel. Projet Basta, parler de ces questions liées au genre, des droits des femmes et tout ça, c'est des questions qui restent encore très très sensibles. Basta Project, pour toi, c'est quoi ? Stop. C'est stop. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez de harcèlement sur les femmes ? C'est un peu trop quotidien. C'est-à-dire C'est-à-dire que déjà en tant qu'homme je ne suis pas concerné, c'est-à-dire que je ne me fais pas harceler quotidiennement, si ce n'est par ma banquière, mais ça c'est pour une autre raison. De ce que je vois en me baladant en ville ou dans la rue, c'est quelque chose que je vois tous les jours ou presque. Et ça peut être tout con, mais c'est le fameux « Hey mademoiselle, vous avez un magnifique pull » ou vous êtes charmante » ou le sifflet ou même des fois à la fac, le gars qui vient toujours se coller au plus proche des damoiselles pour manger, ou etc. etc. Et ça commence, ça m'ennuie. Ça m'emmerde parce que je sais pas forcément quoi faire. Vu que les 3 quarts du temps après je me fais engueuler quand j'interviens. Mais j'aimerais bien que ça s'arrête en fait. Radio Campus 9.4 FM, émission Femmes sur la bande FM avec l'association Parle avec elle. Bonjour. On est bien sûr, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Donc aujourd'hui on poursuit la thématique bien sûr large sur la question des genres et des violences, mais là en l'occurrence sur la question du harcèlement. Ouais, du coup ce sera la deuxième partie de la première émission qui normalement doit être sur YouTube parce qu'on a la chaîne YouTube où il y a les émissions. Donc si vous n'avez pas entendu la première partie, je vous invite à aller sur la première partie. Et donc on avait un peu balayé ce qu'on avait fait avec le projet Basta sur la thématique du harcèlement. Mais là, on va un peu parler plus précisément de la journée qu'on avait organisée le 22 novembre 2018 sur cette thématique, vu que le 25, c'est la grande journée contre les violences faites aux femmes. Et chaque année, l'association Parle avec elle essaie d'organiser un événement. Et là, on avait invité donc le groupe F à discuter du harcèlement, à nous exposer un peu les violences, et notamment en se mettant du point de vue de l'agresseur. Donc c'était assez intéressant, on a fait venir les habitants, etc. Et on avait fait un micro-trottoir sur le marché pour un peu parler des personnes sur ce qu'elles pensaient du harcèlement sur le marché de la Reinerie le matin. Et donc c'était des habitants qui avaient pu tendre le micro avec les micros de la Radio Campus pour tâter le pouls un peu de ce que pensait la société, en tout cas ce marché du harcèlement. Gertrude Bernet-Roland, je travaille au centre social de la Reinerie et on coordonne en fait ce stand vie de quartier qui existe depuis presque 1 an maintenant. Et du coup, toutes les semaines, y a des associations qui nous rejoignent pour discuter avec les habitants selon des thématiques, selon des envies d'animation proposées par les structures, voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est Parle avec elle qui est là. On est d'accord. Et la thématique ? Le harcèlement, si j'ai bien compris. Et que cet après-midi, il y a donc à 14h une rencontre, des échanges avec des structures, des associations qui sont groupe F du côté des femmes et le refuge. Donc on vient d'écouter des réactions sur le marché de la Reinerie. Ça n'a pas été simple, mais quand même. Est-ce que ça... justement, parce que vous étiez présente, au moins l'une de vous deux, sur ce micro-trottoir, qu'est-ce que ça a fait d'interroger, notamment des hommes C'était un peu compliqué parce que je ne sais pas si c'est parce que c'était le lieu. L'endroit, il n'était pas, c'était pas le bon endroit où on essayait d'avoir des réponses et les hommes ils nous évitaient pour non sans façon, non merci. Il y en a qui étaient un peu dès qu'ils nous voyaient avec le micro arriver avec le micro, ils changeaient vraiment de direction. Mais on a pu avoir 2 ou 3 témoignages
Et voilà, c'était quand même bénéfique. Ouais. Je crois que c'est pour ça que tu étais réticente à l'exercice, parce que c'est compliqué. En plus, sur le marché de la reinerie, c'est ce que tu nous avais expliqué, quoi. Bon, là, je vais dire ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que c'est vrai qu'on a une très, très mauvaise image du média. Et tout ce qu'on voit, caméra, micro, ça fait penser aux journalistes. Et les journalistes n'ont pas fait une bonne image. Ça peut être un harcèlement aussi, parce que c'est vrai que quand on parle de Reinerie Mirail, c'est toujours négatif. Alors qu'il y a des bonnes choses qui se passent. Et c'est un très beau quartier. Je trouve qu'il est magnifique avec son château, son jardin, son lac. C'est diversité des habitants, que ce soit diversité de l'architecture. C'est un endroit super bien. Il y a la violence comme partout. Et c'est vrai que les gens, maintenant, ils se méfient des journalistes. C'est pour ça que j'avais dit que c'est pas... Voilà, moi, je ne me sentais pas à l'aise pour poser les questions ni pour répondre aux questions. Et tu étais surprise des réponses ou... Pas du tout, non. Je n'étais pas surprise parce que je savais à qui... je savais de quoi m'attendre à des réponses qui sont vraiment... ils n'étaient pas vraiment honnêtes envers... il y en a qui essayaient de sortir un petit peu de contexte. Il y en a qui montaient aussi parce que j'avais posé ce qui m'a fait plus rire, j'avais posé des questions aux 3 jeunes qui ne savaient pas trop parler français. Et là, ils m'ont demandé est-ce qu'ils pouvaient me parler en arabe. Et puis j'ai dit oui, si vous voulez. Mais ils essayaient de... Oh non, moi, non, jamais je ferais de mal à une fille... Mais on voyait qu'ils montaient, qu'ils essayaient un peu de cacher, parce qu'ils se regardaient et rigolaient tous les 3. Et on savait que c'était pas... comment dire... C'était pas sincère. Mais après, il y en a des gens qu'on sentait qu'ils étaient vraiment en colère, violentés contre le système, contre la violence faite aux leurs enfants dans le quartier et tout ça. Il y en a un témoignage d'un homme qui vraiment on sentait qu'il était mal, qu'il était vraiment mal. Mais après, il y en a beaucoup qui ont refusé de répondre à nos questions. Donc on enchaîne avec l'intervention de Marine qui nous a, dans l'après-midi donc, Marine qui est chargée de communication, j'ai parlé avec elle, et qui avait fait un constat, le constat de la violence sur les femmes aujourd'hui, ce qu'on a un peu dit dans la première émission sur les statistiques. Femmes sur la bande FM, Radio Campus 9.4. Bonjour, bienvenue à Parler avec elle. Donc nous sommes ici pour faire un débat sur les violences genrées, plus particulièrement sur les femmes. Donc on va faire un petit point statistique avant tout. Alors là c'est vrai qu'on est très mal positionné, mais il y a un graphique par là. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu. Il faut savoir qu'il y a... Alors attendez, parce qu'il me faut mes notes. Le nombre moyen de femmes victimes de violences, toutes violences confondues, par an. Donc là, c'était une enquête de 2017. Le chiffre s'est levé à 225 000 femmes. Donc, victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur conjoint. Donc, dans ces 225 000 femmes, il y a 163 000 femmes qui sont victimes de violences physiques, uniquement physiques. Ensuite, il y a 30 000 femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Et enfin, 32 000 de violences physiques et sexuelles. Voilà. Donc ça, c'est une enquête qui a été faite sur les femmes de 18 à 75 ans en 2017 par l'INSEE. Alors ensuite, il faut savoir qu'il y a seulement 19% des femmes qui ont porté plainte en commissariat ou en gendarmerie sur cette année-là. Ensuite, il y a une deuxième enquête qui a été faite sur uniquement les violences sexuelles. Donc toujours pareil, sur des femmes âgées de 18 à 75 ans en France. Sur un an, il y a 84 000 femmes qui ont subi une agression sexuelle. Donc sur ce graphique, ce qui est en jaune là, tout ça,
c'est dont l'auteur est le conjoint ou l'ex-conjoint. En rouge, une autre moitié, c'est son agresseur, il est connu. Donc ça peut être soit son conjoint, soit son ex-conjoint, soit un ami proche, soit quelqu'un sur son lieu de vie professionnel. C'est une personne qu'elle connaît. Et en bleu, ce tout petit bout, c'est l'auteur inconnu. Donc on peut constater par le biais de ce graphique que très souvent, la femme se fait agresser par quelqu'un qui fait partie de son cercle. Et donc l'agression sexuelle ou le viol n'est pas forcément la nuit à 3h du matin dans une ruelle. En mini-jupe. Hein, ni en mini-jupe. Ni en mini-jupe, parce que c'est un autre débat encore. Oui, on peut parler de ça aussi. Voilà pour un point statistique. Ensuite, on peut parler de quelque chose, oui. Les violences conjugales, même toutes les violences faites aux femmes, c'est un sujet qui a été longtemps tabou, qu'il est toujours et qui remonte depuis peu, mais surtout la violence conjugale. La violence conjugale, c'est encore un peu tabou. On dit souvent à une femme qui subit des agressions de son mari, pourquoi tu restes chez toi? Pourquoi tu le quittes pas? Pourquoi tu vas pas porter plainte? Donc il faut savoir que c'est des phrases qu'il faut pas dire à des femmes qui subissent des violences, parce que c'est très compliqué. Quand on subit des violences de son mari, il y a un sentiment de honte et de culpabilité. Et donc aller franchir une porte ou même tout juste partir de son foyer familial, c'est très compliqué. Donc voilà, après on va pas rentrer dans tous les sujets psychotrauma, etc. Mais voilà, c'est des réflexions souvent qui sont faites, même en entrant dans un commissariat. Souvent c'est la première question qu'on nous pose, pourquoi vous restez chez vous? Mais parce que voilà, c'est pas facile de... Déjà c'est pas facile de reconnaître qu'on est violenté. Souvent, on se renferme, la femme va se renfermer sur elle-même. Et voilà. Merci. Voilà, on vient de s'écouter Marine qui nous a fait le constat en début de journée, donc du 22 novembre sur ce qu'on avait un peu introduit dans la première émission, c'est-à-dire cette violence qui est toujours présente, notamment envers les femmes. Je ne sais pas si vous pouvez compléter avec votre vécu, surtout. Moi, je peux parler de ce que j'ai vécu dans le quartier. Ouais. Et entre autres, voilà, quand on parle de la violence, ça peut être aussi une façon de parler. C'est quand je voulais mettre mes enfants à la crèche, il a fallu attendre 1 an. Et au bout d'1 an, on m'a dit oui, il risque d'avoir une place. Et au bout de 3 ans, qu'on m'a appelé en me disant qu'il y avait une place, alors que mon fils il était déjà à l'école. Donc, c'est dans les quartiers, c'est vraiment difficile. Et il faut se justifier pour avoir une place à la crèche. Et quand vous avez une place, c'est pas toujours adapté à vos heures de travail. Moi, je travaille la nuit, donc il n'y a rien sur le quartier. Et c'est encore la femme de se sacrifier. Parce que je n'ai pas le choix aujourd'hui. Je n'ai pas le choix que de me dire, soit je travaille ou je gagnais très bien ma vie, mais je ne voyais pas mes enfants ou c'était compliqué, ou alors j'arrête de travailler pour m'occuper que de mes enfants. Et dans ces quartiers-là, moi, je trouve qu'il faut dire un grand bravo aux femmes, parce qu'elles arrivent avec très peu de moyens à s'en sortir. Et malheureusement, il n'y a que nous qui payons le prix fort pour... Voilà, dans ces quartiers, parce qu'il faut trouver une place à la crèche, il faut se débrouiller pour trouver un moyen de transport, ce qui n'est pas toujours facile, à 10 heures où vous sortez, quand vous travaillez à l'extérieur. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de difficultés et beaucoup de mamans qui se retrouvent dans la même situation que moi, où il faut attendre 1 an, 2 ans avant d'avoir une place à la crèche. Et franchement, 2 ans, c'est le minimum, parce que... Ou alors, il faut avoir le copain qui travaille, et c'est toujours pareil. Et ce que j'ai trouvé pas juste non plus, c'est à la crèche, vous avez de la mixité sociale, à l'école maternelle, presque, mais à l'école primaire, inexistable. Mais vraiment. Et ça, pour moi, je trouve ça pas juste. C'est une sorte de violence, parce que le jour où mon fils il va sortir de ce cadre-là, où il se retrouvait que avec des habitants du quartier, il va se retrouver dans un autre monde qui n'est pas du tout le même. Oui.
Donc pour moi, c'est une sorte de violence aussi, parce que la mixité, elle n'existe pas dans les quartiers populaires. Une violence institutionnelle, d'autant plus sur la femme. Oui, parce qu'on nous parle sur les femmes. Oui, souvent ils nous parlent de la mixité sociale. Oui, il faut. D'accord, mais pourquoi à la crèche où c'est difficile est liée cette mixité? On donne des places à des gens qui n'habitent pas dans le quartier. Mais par contre, dit que vous passez à l'école maternelle, c'est un peu juste. Et après, il n'y a plus rien. Et ce qui me choque, c'est que la plupart des maîtresses ne mettent pas leurs enfants dans les écoles du quartier. Oui. Et quand vous posez la question aux maîtresses, non, c'est pour faciliter. Vous ne pouvez pas me dire que c'est plus facile de mettre votre enfant dans une autre école que de le mettre dans la même école où vous travaillez. Oui. Ou quand vous portez le voile, c'est vrai qu'on vous parle différemment. Vous faites ce que je vous dis, oui, mais à partir du moment que vous ne faites pas ce que je vous dis, vous ne comprenez pas. Oui. Et on m'a dit ça une fois, on m'a dit, mais vous comprenez le français, madame? Je regarde, je suis, non, mais le bonnet est d'accord, mais j'entends très bien aussi. Parce que... Donc, comme vous dites, on a décidé pour moi, j'estime qu'aujourd'hui, on n'a pas à décider pour mes enfants. C'est moi qui décide, c'est moi leur papa et leur maman. C'est moi j'ai décidé que mes enfants, ils vont faire de l'anglais. C'est pas aux maîtresses de me dire non, mais il faut faire de l'espagnol parce que c'est plus facile, parce que la maîtresse, elle est là. Donc, pourquoi pas l'égalité des chances aussi à l'école? Pourquoi, quand mes enfants ils veulent faire des stages, c'est pas ouvert à l'extérieur que dans le quartier? Pourquoi on va diriger un enfant de dire, écoute, c'est plus facile de faire le plombier, peinture que... CAP. Voilà, CAP. Pourquoi de dire, ouais, il faut... mais il vaut mieux aller vers un bac comme ça plutôt qu'un bac comme ça. Pourquoi on décide à la place? Et ce qui est dur aujourd'hui dans la société, dans les quartiers populaires, c'est les parents, ils se sentent abandonnés. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui te disent, mais on ne me laisse pas le choix parce que on me pousse et on me fait comprendre que voilà, c'est mon enfant qui va subir les choses et que c'est pas évident. Alors peut-être enchaîner avec le fameux groupe F que je ne connaissais pas. Qui sont-ce? Qui est un groupe de féministes avec qui on a un peu collaboré, notamment pour cette émission sur le harcèlement, et qui nous a fait une longue présentation tout au long de cette journée du 22 novembre 2018. Et elles vont se présenter elles-mêmes dans ce fichier. Donc le groupe F, c'est un groupe de jeunes de tout âge, de militantes, de femmes, contre toutes les violences contre les femmes et les enfants. Donc on a comme action principale l'information, la sensibilisation, la formation, le plaidoyer, le partenariat avec plusieurs associations féministes amies. À notre actif, on a déjà fait des distributions de tracts, plusieurs journées ou demi-journées de formation. Après, on s'associe à toutes les pétitions en ligne, toutes les mobilisations féministes de Toulouse et également au niveau national, puisqu'on considère que c'est un fléau transversal qui nous concerne toutes et tous, les luttes contre les violences, puisqu'elles sont omniprésentes dans toutes les strates de la société. Et également à ne pas oublier les enfants qui sont les premières victimes de violences. Peut-être comment adhérer, comment contacter? Nous sommes présentes sur les réseaux sociaux, principalement Facebook, puisque c'est quand même le réseau social le plus facile d'accès. C'est ouvert à toutes les femmes. Et c'est justement l'important du groupe F, c'est que c'est un mouvement qui a émergé suite à ce qui s'était passé avec MeToo et qui a drainé un public qui n'était pas habitué aux associations militantes. Nous avons accueilli rapidement des femmes qui n'avaient jamais milité ailleurs que nulle part. Voilà. Et ça c'est très important, justement. Ça a été un point important. Ça a permis d'ouvrir les yeux et des prises de conscience de femmes qui n'avaient jamais milité ailleurs
et qui avaient vraiment envie de faire quelque chose les concernant. Voilà, pour nous, donc, ce qui est important, c'est la formation et l'information, car nous sommes toutes victimes d'une façon ou d'une autre de violence, que ce soit à la maison, dans la rue, les institutions, voilà. C'est arriver à se défendre et à trouver du soutien auprès de nous-mêmes et auprès d'autres associations et spécifiques, des associations spécifiques, d'aide, des foyers juridiques, tout ce qui peut exister autour de tout ce mouvement. Voilà. Pour rajouter, il y a 3 mots qui sont essentiels dans les formations qu'on mène du groupe F, c'est détecter, accueillir, orienter. Et dans le terme accueillir, c'est important de repérer et de mettre en lumière les stratégies qui sont mises en place par les agresseurs, quels qu'ils soient. Et également, pour qu'une femme puisse se sentir en confiance, d'instaurer un espace de confiance, de bienveillance, de confidentialité. C'est très important. Et également, non seulement libérer la parole, mais écouter les victimes. Ça, oui. Et écouter et faire émerger l'ampleur des conséquences post-traumatiques que les femmes victimes et les enfants victimes développent. Donc voilà, c'est les axes principaux des formations que nous menons. Donc voilà, retour sur le plateau de Radio Campus. Donc ce groupe F qui s'est présenté à l'instant a pu faire une intervention sur toutes les violences de manière générale, avec un axe sur le harcèlement, vu que c'était notre thème principal. Mais bon, la conversation a dévié et forcément, c'était un débat qui s'est construit autour de ça. Et on a pu parler notamment la question de la preuve de cette difficulté à prouver qu'on est victime et à se justifier. Justifier ça, donc on peut peut-être s'écouter ça et on en parle. Alors, les violences conjugales. Donc, il y a plusieurs formes psychologiques, physiques, économiques. Dans les psychologiques, c'est pas mentionné, mais c'est également le fait qu'un agresseur s'en prenne aux animaux, aux objets importants de la femme violentée. Voilà, c'est une forme d'intimidation, de menace. Donc après, il y a la violence physique, sexuelle ou économique. Donc la privation d'autonomie financière. Alors, les violences conjugales, c'est pas uniquement quand on est marié. C'est important de garder à l'esprit que c'est également quand il y a concubinage, quand il y a des couples pacsés. Excusez-moi, c'est compliqué pour des femmes qui sont victimes de privation de le prouver. Notamment si elles déposent plainte, de prouver qu'il y a une privation de nourriture ou... je sais pas. Ce que tu soulignes là, c'est très important, la question de la preuve. Oui. C'est au centre, parce qu'en fait, dans le droit français, entre guillemets, je vais me faire l'avocate du diable, le doute bénéficie malheureusement toujours à l'homme violent, malheureusement. Voilà, c'est le droit français qui est comme ça. Alors il y a des féministes qui souhaiteraient, à l'instar du Canada, que ça soit inversé. C'est-à-dire qu'on déclare que la femme, elle est victime de violence et c'est à l'homme de prouver qu'il n'a pas été violent, enfin d'inverser en fait. Comme la grande affaire médiatique qui avait, vous savez, Strauss-Kahn arrêté comme dans la série New York Police d'État là, et c'était à lui de prouver que ça ne s'est pas fait comme ça, mais ça c'est la justice anglo-saxonne en fait, en gros, et la justice française, il y a la présomption d'innocence. Voilà. Moi, je tiens à préciser quelque chose. La violence psychologique, physique, sexuelle, économique, enfin toutes les sortes de violences, c'est pas forcément de la violence conjugale. Enfin, c'est pas forcément ton couple. Ça peut être ça peut être sur ton lieu de travail, ça peut être d'un parent. C'est pas forcément tout. Un enfant peut subir tout ça aussi. Seulement,
Seulement, là, c'est vrai que forcément, on fait un lien avec les violences spécifiquement, pardon. Mais évidemment, comme tu le soulignes, en plus, on voit dans les statistiques par rapport aux violences, ce sont les enfants, les premières victimes. Voilà. Mais là, c'est juste parce que dans le diaporama, on a choisi de faire un angle sur les violences conjugales. Mais évidemment, il y a la pédocriminalité, donc les crimes commis sur les enfants. Voilà. Vos réactions, donc, sur ce qu'on vient d'écouter ? En parlant de preuves, souvent c'est difficile à prouver que telle personne vous a agressé, surtout quand c'est psychologiquement, parce qu'il n'y a pas de preuves, c'est pas visible. Et c'est très très difficile quand on a en face des hommes qui sont très manipulateurs, qui savent mentir et manipuler les gens, manipuler même, ils sont arrivés à manipuler même la police et les médecins, à dire non, je ne l'ai jamais battu, je n'ai jamais rien fait. Et ça, c'est très difficile à prouver. Ouais. Et c'est pour ça, quand une femme est violentée, elle ne parle pas parce qu'elle a du mal à parler, parce que les gens ne vont pas la croire, premièrement. Deuxièmement, elle n'a pas de preuves à fournir. Ce qui est vraiment... même quand il monte au tribunal, c'est quand il y a un procès, c'est les preuves. La première chose, c'est des preuves. Mais souvent, on tombe sur des... Comme je dis toujours, c'est des hommes qui savent s'y prendre et ils savent très bien manipuler les autres. Y compris la loi. Y compris la loi, détourner la loi. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est pas en général, mais on peut tomber aussi sur un policier qui ne veut pas prendre la plainte et qui trouve tous les moyens pour nous dissuader aussi. Et dans ces cas-là, vous savez pas comment vous allez vous sentez quand vous sortez de là et comment vous perdez confiance. Et c'est vrai, c'est pas évident d'aller et se confier à une personne qui est un homme ou une femme. Et je trouve que ce serait plus facile de mettre des femmes à l'écoute. Je ne suis pas féministe. Mais je pense que la violence, ça peut toucher un homme comme une femme. Mais on aura plus facilité à parler à une femme qu'un homme dans ces cas-là. On a l'impression qu'on est moins jugé, qu'on est moins... que la personne qui est en face, elle va plus nous écouter, alors que c'est un homme, en plus s'il est grand, il est baraqué, on aura une certaine intimité, on ne saurait pas dire tout, et c'est pas toujours facile. C'est peut-être une question de formation de la police à entendre aussi, ça. Ouais, c'est pour ça que je disais que c'était une des premières choses à faire pour 2019, c'est vraiment de former et de reformer la police et les assistantes sociales aussi, parce que c'est au premier... c'est le premier contact et l'assistante sociale, c'est elle qui voit en premier et voilà, elle voit. Après, il y a aussi qu'il ne faut pas non plus alarmer pour un oui, pour un non, parce qu'il y a eu des cas où voilà, l'assistante sociale, elle s'est permis des choses qui n'étaient pas vraies non plus. Bien sûr. Parce qu'on habite dans un quartier populaire qu'on a appelé les services sociaux. Il y a des cas de personnes qui ont appelé les services sociaux alors que c'est pas... c'est à la suite, on s'est rendu compte, non, c'est un problème médical et que... Voilà, il ne faut pas juger, je pense qu'il faut observer. Voilà, on continue sur la suite de cette journée qui s'est déroulée avec des débats qui ont continué, des discussions autour de notamment le fait de la difficulté il y a des lois en France qui protègent les femmes, mais la difficulté de l'appliquer. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on disait avec la police, c'est un peu toujours ce thème de prouver le harcèlement, faire appliquer la loi. C'est cette difficulté-là qu'on écoute. Et oui, l'application de la loi, c'est pas un smartphone. Donc, vous voyez différentes lois qui ont été importantes. En fait, on se rend compte par cette frise chronologique que les lois sont en fait anciennes. Mais le problème, et je m'associe à ce que tu disais, c'est l'application en fait. Donc on voit que depuis 1792, si je ne me trompe pas, et jusqu'à en ce moment, il y a des lois dont il y a le viol qui a été reconnu comme un crime. Il y a une campagne en 1989, la première campagne d'information sur les violences conjugales. Et on voit par exemple que très tôt, en 1979,
il y a eu l'ONU au niveau mondial qui s'est positionné pour condamner les violences contre les femmes. Donc on voit qu'au niveau international, il y a eu une certaine mobilisation. Mais comme je le disais précédemment, c'est l'application des lois qui est, pour revenir à un temps beaucoup plus actuel, en 2014, il y a une loi cadre sur l'égalité femmes-hommes et contre les violences contre les femmes et contre le harcèlement sexuel. Si en 2014, il y a eu beaucoup de mobilisation d'associations féministes pour condamner de manière beaucoup plus ferme le harcèlement moral et sexuel. Voilà, donc vous avez, je vous laisse regarder la frise qui décrit les lois clés. Et en 2010, donc, il y a eu la mesure qui est souvent mise en place dans l'ordonnance de protection, l'éviction du conjoint violent dans le cadre des violences conjugales. L'énorme souci, c'est l'application de cette mesure. Voilà. Donc une frise qui est assez synthétique et qui montre que les lois contre les violences sont anciennes. Alors, par rapport aux violences, donc il y a évidemment une typologie différente. Donc voilà, il y a le tableau, donc il y a essentiellement les violences psychologiques, violences physiques, violences sexuelles. Pour évoquer les violences conjugales, souvent c'est la violence psychologique qui démarre et après en fait il y a un cycle des violences conjugales et en fait par les violences psychologiques, l'agresseur instaure un climat de terreur, de peur chez la femme violentée. Donc voilà, je vous laisse parcourir ce tableau qui est une liste, mais on peut rajouter des éléments, en enlever, enfin après on a chacune notre point de vue. Mais au moins ça permet d'identifier la violence psychologique, par exemple, c'est souvent complexe. Alors que dit la loi ? Alors ça commence par donc les injures sexistes. Donc je vous laisse lire. Donc elle est soit publique, soit non publique. Alors en ce moment il y a beaucoup de débats par rapport à comment condamner la question de la preuve. Voilà, parce que dans l'espace public, on n'a pas des caméras tout le temps sur nous, donc comment prouver l'injure Et même, on en parlait l'autre fois en réunion quand on était en petit groupe, il y a eu une vidéo qui a tourné il y a un mois, à peu près un mois et demi, où il y avait une jeune fille à Paris qui disait alors là je veux vraiment témoigner, je viens d'écrire un courrier à la maire de Paris, à madame la ministre, voilà ce que je viens de vivre. Je traversais je ne sais pas quoi, quelle place, un homme m'a demandé mon numéro de téléphone, m'a fait des avances, je lui ai dit non, il m'a suivi, j'ai redit non, il s'est senti certainement insulté, en tout cas il m'a insulté pour le coup. Et justement, coup de pourbe, il y avait 2 policiers à proximité qui regardaient la scène, donc je me suis dit super, en plus de ça ils s'avançaient vers nous, super, en fait il y a tous les éléments pour finalement condamner, en tout cas constater et pouvoir verbaliser ce harceleur. Et au final, elle a été extrêmement choquée et surprise. Les policiers n'ont pas interpellé le monsieur, mais ils lui ont demandé à elle de dégager. C'est-à-dire que c'était elle l'obstacle finalement qui créait un incident sur l'espace public. Finalement, elle était l'objet du trouble à l'ordre public. Finalement, c'était elle, ce n'était pas le monsieur. Donc ces 2 policiers ont demandé à cette jeune fille de partir, qui elle, alors ça l'a mis hyper en colère, donc elle a continué. Elle les a suivis jusqu'à la voiture de police, etc., etc. Mais vraiment, ils ne débordaient pas de ça. Vous devez partir, madame, vous devez partir. Et ils n'ont rien dit à ce monsieur. Voilà, comme quoi, effectivement, entre une loi et déjà toutes les conditions qui doivent être réunies pour pouvoir prouver, et la preuve de fait, parce qu'on ne peut pas aussi dire tout et n'importe quoi, mais en plus de ça, quand tous les éléments sont réunis, c'est pas sûr que les agents, en tout cas les professionnels qui
peuvent attester de ça, soient formés ou sensibilisés en tout cas à la question pour pouvoir faire appliquer les choses. Donc du coup, il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation et de répétition à faire sur ce qui est de l'ordre de la loi ou pas, du harcèlement ou pas, de la violence ou pas. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, on a l'impression que c'est rébarbatif, mais c'est loin d'être intégré dans les esprits et dans les esprits les plus professionnels et garants de la loi. Ça pour insister. Allô. Donc retour sur le plateau. Vos réactions donc sur ce qu'on vient d'écouter? Pardon. Il y a aussi les moyennes parce que c'est pareil pour prendre un bon avocat. Oui, bien sûr. Assumer aussi. Et c'est pas évident. C'est les démarches en fait. Parce que l'avocat commis d'office, il est gentil, mais votre dossier il va s'entraîner au fond du couloir pendant. J'ai rien contre les avocats, mais c'est vrai que c'est pas la facilité. C'est quelque chose qui est pas toujours facile pour une personne de dire voilà, je vais prendre une avocate, mais il faudrait sortir une certaine somme et qui n'est pas évident. Encore une fois, c'est la femme qui va payer parce que voilà, elle doit faire un choix. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'installer au niveau des commissariats de police des gens qui sont compétents, qui sont à l'écoute. Parce que là, un policier, il est entraîné peut-être à pas mal de choses, mais pas à l'écoute d'un conflit ou d'une agression dans un couple où ils ne savent pas trop gérer la situation. Je pense qu'il faut les temps que la loi change et installer des gens spécialisés, des psychologues auprès des policiers pour prendre des plaintes et être à l'écoute des gens, enfin des femmes violentées. C'est très important. Là, on va s'écouter une partie de la discussion qui parlait du harcèlement au foyer, parce que souvent on parle d'harcèlement de rue, mais comme on a déjà pu en parler déjà, de cet harcèlement qu'on sent chez soi, par le mari, par n'importe qui. C'est le plus difficile, parce que dans la rue, on peut éviter sortir de temps en temps, ça peut passer. Mais H24 dans le foyer, violence H24, que ce soit psychologique ou physique, je pense que ça pèse trop sur la personne et c'est la plus, pour moi, c'est la plus grave. Parce que on vit ensemble, on mange ensemble, on partage tout ensemble. S'il y a de la violence, il n'y a pas que la personne, la victime qui souffre, il y a tout l'entourage, il y a les enfants, il y a tout le monde qui subit. Et je pense que les enfants, ils grandissent avec des difficultés, avec des mal-être et c'est quelque chose peut-être, moi, j'ai comment dire, j'ai parlé à des enfants où ils disent à leur mère, tu aurais pu partir plus tôt, pourquoi t'as dû qu'on soit grand, qu'on voit ça de nos propres yeux et tout ça. Et la maman, elle pensait bien faire, quoi, attendre que les enfants soient grands et plus autonomes. Mais la surprise, c'est que les enfants, ils étaient bien conscients des problèmes qu'il y avait et qu'ils disaient non, tu aurais pu partir plus tôt. Et ça choque parce que tu te dis, bon, je suis restée pour eux, mais finalement, eux, ils m'en veulent parce que je suis pas partie plus tôt. Et ça là, on ne peut pas l'oublier, ça. C'est quand même... C'est comme si tu reçois une claque, quoi. Ça culpabilise encore. Voilà, ça culpabilise encore parce que tu l'as fait pour eux et après tu te dis non, tu aurais pu partir plus tôt parce que nous aussi on a souffert, on était là, on a tout vu et voilà. C'est ça. Il ne faut pas sous-estimer les enfants, dire ils sont petits, ils sont inconscients, ils sont dans leur chambre, ils n'entendent rien et tout ça. C'est faux. Parce qu'un enfant, il observe, ils sont très très intelligents, les enfants, c'est quelque chose de très sensible. Alors, il faut faire très attention. Donc on écoute ça. Donc maintenant, on va évoquer les mécanismes des violences. Donc d'un point de vue féministe, quand on reçoit les témoignages et des associations féministes ont décidé de mettre l'angle de vue sur les agresseurs parce qu'en fait il y a des mécanismes, des stratégies qui se retrouvent dans toutes les histoires, en fait, dans tous les témoignages.
En fait, il y a 5... il y a isoler la femme victime ou l'enfant victime. Il y a la dévalorisation. Il y a instaurer un climat de peur, de terreur chez la femme ou l'enfant victime. Il y a le fait d'assurer l'impunité et recruter des alliés. Recruter des alliés, on l'entend par le fait que des hommes vont dévaloriser, par exemple, un repas de famille. L'homme agresseur va prendre à témoin les personnes autour de la table en disant, par exemple, « Oh, les lasagnes, elles étaient mal cuites, vous voyez comment elles cuisinent mal. » Voilà. Et en fait, il va instaurer un climat de terreur et, entre guillemets, le souhait de mettre de son côté tous les contre, isoler en fait. C'est un mécanisme à la fois assurer l'impunité, recruter des alliés, dévaloriser. Enfin, c'est vraiment, ça se... Il peut y avoir ça, mais il peut y avoir, effectivement, avec témoin, mettre la femme dans une position où elle va craquer, où elle va avoir un comportement dit hystérique, où elle va s'énerver, etc. Et donc dire, vous voyez comment elle va pas bien quand même. Hein. Voilà. Il y a aussi, pas obligatoirement de dévaloriser publiquement, mais finalement, hop, faire en sorte que ça pique assez pour que la personne en face adopte un comportement de défense ou de d'effondrement, d'épuisement et qui... Ouais, voilà. C'est de la manipulation. Tout à fait. C'est de la violence psychologique. Ouais. Radio Campus 9.4 FM, toujours sur l'émission Femmes sur la bande FM, avec donc 2 bénévoles et Laurent qui nous pilote un peu aujourd'hui. Oui. Donc on vient de s'écouter cette intervention du groupe F qui nous a fait un constat et qui nous a un peu expliqué en se mettant du point de vue de l'agresseur ce qui peut se passer dans sa tête et comment il faut réagir. Mais lors de cette journée, on a aussi entendu Ouda. Ouda qui était notre premier portrait sur Radio Campus, dans l'émission Radio Basta, qui parlait d'harcèlement familial. C'est-à-dire, comme on a un peu parlé à l'intérieur du foyer, comme on a un peu développé avec toute sa vie, et ça a été un moment assez émouvant. Donc on se l'écoute, on en parle. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'harcèlement familial. Donc l'harcèlement familial, on n'en tient pas compte de l'impact que fait l'harcèlement. Pourtant, ce fléau, car c'en est un, écrasé sous des regards indifférents du milieu des foyers. Donc l'esprit troublé aussi par l'état d'angoisse, perturbé aussi, au point de ne plus être naturel devant un harceleur, quoi. Et ce que je voudrais vous parler, c'est d'un vécu qui est le mien. Donc l'harcèlement, c'est-à-dire familial, existe et on peut dire aussi qu'il ne peut pas être entendu parce que ce qu'on ne voit pas, on ne croit pas, en général. Je parle de ma propre expérience. Alors l'humiliation quotidienne, la culpabilisation, l'agressivité, et j'en passe encore, parce que là c'est toute une liste de subi, quoi. Et il m'arrive aussi des fois d'avoir des doutes, alors que disons que l'harcèlement est là. Il est là, c'est-à-dire persistant. Dès que la porte s'ouvre sur le chef de famille, si on peut dire ça, parce qu'il est chef sur tous les aspects. Hein. Donc, alors j'ai 2 de mes enfants, donc après des années, qui n'ont pas réussi à se reconstruire. Aujourd'hui, j'ai justement une fille qui se bat encore entre la dépression et le chaos qu'elle avait vécu plutôt. Le conjoint, c'est-à-dire l'ex-mari, nous a fait vivre un véritable enfer pendant des années. Le piège s'est resserré autour de nous, sans comprendre ce qui nous arrive, et surtout sans rien pouvoir faire. Et jouer les victimes,
on réalise le mal qu'il nous fait dans le dos. Vous vous défendez devant la famille, il a tellement manipulé que dans notre propre famille, que même je n'ai pas pu me défendre et prouver ma bonne foi. Le doute germé, celui-ci restera ancré dans leur esprit, pour les uns et pour les autres. On vous croira peut-être, mais il y restera toujours quelque chose. En tous les cas, je sais qu'il se nourrissait du mal qu'il nous faisait. Il a fait de moi, comme de ses enfants, son objet. Il nous a empoisonné la vie jusqu'à ce que moi-même je suis devenue une personne vidée, sans réaction. Je laissais faire, pour ainsi dire. Donc mes enfants et moi avons vécu le calvaire sous les insultes, les remarques désobligeantes. Cet harcèlement nous a conduits à nous dévaloriser, à perdre confiance et à l'éclatement de la famille. Car je peux vous dire une chose, c'est que notre famille a été, pour ainsi dire, ça a été la fin, le jour où l'un de mes enfants a été assassiné, quand il avait mis à la porte, à 13 ans. Donc, voilà. Et répéter aux enfants qui sont des bons à rien, des idiots. Justement, l'un de mes garçons, qui est décédé, était hypersensible. Il le croyait. Il se disait, si papa dit que je suis un abruti, mais quoi faire pour qu'il soit fier de moi? Je fais de mon mieux à l'école, et c'est vrai. Il était respectueux, poli avec tout le monde, au point qu'il le traitait de... Comment dire, c'est-à-dire que c'est un garçon qui n'a pas de caractère, que voilà. Donc pour lui, parce qu'il était très timide vis-à-vis. D'ailleurs, dès qu'il le voyait dans le couloir, par exemple, ce garçon, il perdait tout contrôle et puis il n'était pas naturel. Et je vais vous raconter une petite anecdote, si on peut dire une anecdote. La dernière fois, et c'était le jour où il avait mis à la porte, il était 9h du soir, je me le rappelle encore. Et ce soir-là, il était rentré un peu, disons, comme toujours. Je le dis souvent, toujours. Il était énervé. Je sais pas ce qui s'est passé dehors, mais toujours lui, il était énervé. Et il rendait responsable qui? Nous. Donc, en entendant la clé tourner dans la serrure, il est rentré et puis il se dirige directement dans la chambre des garçons. Et mon fils, quand il a entendu la porte s'ouvrir, il a pris au hasard un livre pour plaire à son père. Mais malheureusement, quand lui s'est mis derrière, il a vu que le livre il était à l'envers. Il était tellement perturbé, ce garçon. Il avait attrapé, il était 9h du soir, c'était au mois de mars. Il n'avait que le pyjama. Et avec la tringle, il avait enlevé la tringle qui était en fer de la fenêtre et il a commencé à le massacrer. Et il a exigé que la porte d'entrée principale soit fermée et il l'a jeté à la rue, pieds nus, dans le froid. C'est-à-dire, pour lui, il n'avait plus rien à faire dans cette maison. Et ça, il avait subi depuis l'âge de 6 ans, 5 ans. Quand il le voyait à côté de moi, il lui disait « Profite encore de ta mère parce que bientôt, je vais te foutre dehors. » Et c'est comme ça que, c'est-à-dire depuis, mon fils n'a plus habité avec nous. Bien sûr, il n'y avait plus de transport commun. Les rues étaient vides. Donc cet enfant, pour pouvoir lui dire comment il devait partir de là où on était, aller chez sa grand-mère qui était au bout de la ville, c'est-à-dire avec la voiture on faisait 40 minutes pour arriver chez ma mère. Il avait fait ça. Il est arrivé à 1h du matin chez ma mère. Mais entre-temps, sa sœur, elle ouvre la fenêtre et elle lui jette une veste
et des chaussures. Elle lui dit cours parce que là, il n'est pas question que tu rentres à la maison. Et rebelote en entendant la fenêtre s'ouvrir, il massacre ma fille. Et là, le lendemain, on a passé toute la nuit en train de se dire qu'est-ce qui lui est arrivé à cet enfant, est-ce qu'il est arrivé ou pas, à 1h du matin. Seulement, il arrive chez ma mère et il a été pris en charge avec elle. Bon, c'est une longue histoire. Voilà. L'harcèlement, ce que fait dans une famille, l'harcèlement. L'harcèlement, c'est la chose la plus dure parce qu'on la vit continuellement, journellement. Tout le temps, on est là en train de se dire il va se taire ou pas, il va se taire ou pas. Donc voilà notre vie, comment qu'elle est. Avec cet harcèlement qui est, disons, terrible. Parce qu'il faut quand même... parce que je sais que dans pas mal de familles, l'harcèlement, ils le subissent, mais en silence. Et quand on dit qu'un enfant il a mal tourné, ou parce qu'il est devenu ceci ou cela, il faut chercher qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc retour sur le plateau. Vos réactions donc? Je pense qu'au niveau de la violence familiale, la première chose, il faut protéger les enfants. Il ne faut pas sous-estimer la fragilité. Voilà, la fragilité. Même s'il ne montre pas, un enfant, même s'il ne montre pas, c'est qu'il cache tout dans sa petite tête. Il viendra un jour où il va exploser. Et ça va faire beaucoup de dégâts. Parce qu'un enfant est très fragile. Et ça enregistre vite. Peut-être un adulte, il peut se porter un petit peu, mais un enfant, c'est trop fragile et qu'il faut le sauver dans un foyer, quand il y a trop de violence, il faut sauver les enfants en premier. Voilà. Il y a aussi le on-dit et la honte de montrer qu'on est fragile aussi. La victime, elle n'ose pas parler et elle n'ose pas en parler parce que c'est quelque chose qui est tabou encore. La femme qui se fait taper ou l'homme qui se fait taper, c'est quelque chose qui est très tabou en Occident comme dans d'autres pays. C'est pour ça qu'on essaie d'en parler un petit peu, tout de même, un minimum. On va bientôt terminer cette émission. Il reste un fichier à écouter. Un fichier de conclusion où le groupe F rappelait justement, on en a un peu parlé dans la première émission, des associations et groupes qu'il faut contacter ou qu'on doit essayer de contacter, même si, comme on l'a dit, c'est extrêmement difficile de sortir de cette solitude, de se livrer, comme on a pu le faire un peu ici, mais pour se faire aider pour sortir de cette violence qu'on vit seul au quotidien. Donc elle rappelle les associations et toulousaines, mais aussi nationales. Alors, orienté. Parce qu'on va donc recevoir les confidences de femmes victimes de violences. Donc il y a 3 associations qui accompagnent les femmes victimes qui sont très importantes. Est-ce que vous les connaissez, si vous avez une idée de... Alors, en fait, on va commencer par les associations nationales. Solidarité. Voilà. Donc, la Fédération nationale Solidarité Femmes, donc le 3919. Donc, c'est un numéro gratuit. Alors, si je ne me trompe pas, c'est toute la semaine, y compris le week-end. Alors, je crois que la semaine, c'est 9h à 22h. Et le week-end, je crois que c'est 9h, 19h. Donc 3919, un numéro gratuit. Alors normalement, un numéro qui ne s'affiche pas sur les téléphones, où il y a moyen de l'effacer en fait. Après, si vous avez une idée d'autres numéros par rapport aux enfants maltraités. Oui, SOS, enfants maltraités. Et c'est le 119. Voilà.
Et il y en a un dernier. Donc c'est le collectif féministe contre le viol. Donc c'est le, si je me trompe pas, il y a peut-être une diapo. Avec les ça nous aidera. Non, il n'y a pas vraiment. Donc c'est normalement le 0800 05 95 95 si je ne me trompe pas. On doit pouvoir le trouver sur internet quand même. Exactement. Et donc c'est les 3 numéros gratuits. Le 119 donc c'est spécifique pour les enfants. Et donc toute personne peut appeler. Que ce soit proche, enfant, professionnel. Le 3919, donc, il couvre tous les types de violences. Violences conjugales, harcèlement sexuel au travail. Et le CFCV, c'est principalement contre les violences sexuelles, avec vraiment une approche féministe. Et du côté des femmes et des enfants victimes. Après, sur ces 3 associations, il y a des sites internet. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, voilà. Et donc sur Toulouse? Alors sur Toulouse, bah, vous allez m'aider. Qu'est-ce que vous connaissez comme association toulousaine ou... La PIAF. Tout à fait. Pour la Nuit Rouge. Du côté des femmes. Tout à fait. CIDF, exactement, très important. Et la pensée. Voilà. Oui, après, il y a le mouvement du nid également. Il y a le planning familial. On a pas mal. On n'est pas spécialisé. Ça fait partie du public. Il y a des associations aussi qui accompagnent les auteurs. Des associations qui accompagnent les auteurs de violences. Il y en a une, je crois. Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Et puis il y a. Christine Lilavac. Voilà. Et puis pour les femmes victimes, il y a Savif qui existe sur Toulouse. Donc dernière réaction sur ce fichier, toutes ces associations qui œuvrent au nom et pour les femmes et contre les violences, faites au genre aussi. Qu'en pensez-vous? Mais heureusement qu'il y a ces associations qui nous écoutent et qui accompagnent, parce que souvent, c'est le plus dur, c'est de se retrouver seul à se justifier comment, pourquoi et quand. Et les moyens aussi, parce que sans les moyens, on ne peut pas avancer non plus. Partir de chez soi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'il faut trouver un logement. Avec les enfants, c'est pas évident. De trouver des garants, c'est pas évident. De trouver après un emploi, c'est pas évident. On entend souvent, oui, mais tu aurais dû. Oui, c'est facile. Avec le dû, c'est facile. Et ce qui est pas évident non plus, c'est d'être soutenu par la famille. Et ça, c'est pas évident non plus. Mais pour moi, je félicite ces associations, mais en même temps, c'est pas facile pour eux d'accompagner les femmes, parce que même les femmes violentées, pour faire le premier pas et partir voir une association, c'est vraiment quelque chose de très dur, hein, parce que là, moi, je l'ai vécu. Et c'est très difficile. Et ce que j'aimerais dire, c'est que je souhaiterais que les associations accompagnent les femmes jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Et ne pas les abandonner au milieu de la route. Parce que s'ils les abandonnent au milieu de la route, c'est comme si la femme se sent trahie encore une deuxième fois et que ça peut oui, ça peut être préjudiciable, comme on dit. Voilà. Ça peut avoir un impact négatif. Très négatif, ouais. Voilà. Voilà. On peut peut-être redire donc les chiffres 2017, 130 femmes donc battues par leurs conjoints et qui sont victimes et donc tuées dans le cadre des violences conjugales, et 25 enfants en 2017. Il y en a une la semaine dernière aussi qui a été tuée pour son conjoint.
Donc voilà, les chiffres Ouais. chiffres relativement stables d'une année sur une autre, mais voilà, ça reste là aussi finalement une sorte de question taboue. On n'a pas l'impression qu'on veuille véritablement donner tous les moyens nécessaires à une problématique qui est assez subtile sur le quotidien. Laurent, amie habitante, est-ce qu'un dernier mot? Non, suivez-nous sur YouTube et tous les vendredis à 13h, l'émission. Donc, Merci à vous, toutes les deux. Merci à vous aussi de nous avoir reçus, de nous avoir donné le temps de nous exprimer. Et il faut vraiment encourager ces associations et plus de moyens encore, une fois de plus. Campus FM, à la semaine prochaine. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project, pour moi, c'était... En fait, je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes, plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays, que je me suis dit, en fait, le genre, il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran, et à Berlin, et Caserta, Italie. Et je profite, puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus 2018. 2019.